Sa voix tremblait. Et moi, je ne comprenais pas encore que cette phrase allait changer le sens de 45 années de vie. J'étais assise dans le bureau de Maître Arzel, le notaire qui avait géré tous nos papiers depuis toujours le mariage, l'achat de la maison, le décès d'Alain. C'était un mardi gris, un de ces jours où l'air de Saint-Malo sent l'algue et la pluie mêlée. J'étais venue pour renouveler une simple procuration, rien de plus. J'avais rangé dans mon sac mon carnet, mes lunettes, et ce reste de confiance tranquille qu'on garde pour les hommes de loi. Mais il a levé les yeux vers moi, les doigts crispés sur un dossier beige. Son visage, d'habitude calme, semblait plus vieux que la veille. Ce que je m'apprête à vous dire ne devait pas être révélé. C'était un secret de votre mari. J'ai cru d'abord à une erreur de succession, à quelque oubli administratif. Je n'ai pas bougé, mais ses yeux se sont embués. Et j'ai compris que ce n'était pas un simple papier. Votre mari, Alain, avait fait enregistrer un document complémentaire à son testament, un codicille sous scellé. Il concernait une reconnaissance d'enfant. Le mot « enfant » a rebondi contre les murs du bureau, puis s'est planté dans ma poitrine. Un enfant. J'ai cru mal entendre. Alain et moi n'avions eu qu'un fils, Thomas, né tard, après tant d'essais et de prières. Je regardais la lampe, la fenêtre, les livres de droit, tout sauf son visage. Je voulais qu'il se taise, mais il continuait. Cet enfant, il est né avant votre mariage, en 1979. Votre mari avait 25 ans. La reconnaissance n'a jamais été rendue publique. L'acte est resté dans mon étude, à sa demande expresse. Je me suis figée. Mon cœur battait si fort que j'entendais à peine la pluie frapper les vitres. Ma voix est sortie d'un souffle. Vous saviez? Il a baissé les yeux. Oui, madame. C'était ma faute. Il m'avait demandé le secret tant qu'il vivrait. J'ai posé mes mains sur la table. Elles tremblaient. Des images ont défilé. Alain riant sur le chantier de notre maison. Alain rentrant couvert de poussière. Alain me prenant la main devant l'église. Alain me disant « Je n'ai rien avant toi. Tu es toute ma vie. » Chaque souvenir devenait une question. Je ne pouvais plus parler. Le notaire s'est levé, a marché jusqu'à la fenêtre, puis s'est retourné, la mine défaite. Madame, je suis désolée. Ce dossier aurait dû rester clos, mais quelqu'un a récemment fait une demande d'extrait d'état civil complet de votre mari. Cela a tout rouvert. Quelqu'un? Votre belle-fille, madame. Camille. Camille. La femme de Thomas. Toujours si ordonnée, si efficace, si prompte à mettre de l'ordre dans les papiers de la famille. Je l'ai vue soudain, son carnet à la main, ses lunettes sur le nez, feuilletant les registres comme on ouvre des tombes. Elle voulait, m'a-t-elle dit, préparer les successions pour simplifier plus tard. En consultant les actes, elle est tombée sur cette mention. Elle a demandé des explications. J'ai dû confirmer. Je me suis levée. Vous lui avez dit, avant de me prévenir? Elle a insisté. Je pensais. Vous pensiez quoi? Que je ne comprendrais pas? Que j'étais trop vieille pour la vérité? Le silence a rempli la pièce. Je sentais mes tempes battre, ma bouche sèche, ma nuque brûlante. Dans le couloir, la pendule du cabinet sonnait 10 heures. Je me suis rassise. Et cet enfant? Il s'appelle Marceau. Il a aujourd'hui 45 ans. Il n'a jamais rien demandé, mais le codicille lui accorde la maison du Sillon, à votre décès. La maison du Sillon. Notre maison. Chaque planche, chaque tuile, chaque souvenir de nos étés. C'était tout ce qu'il me restait d'Alain. Et voilà que ce bien portait, depuis toujours, le nom d'un autre. Je me suis entendue dire doucement. Alors je n'étais pas la première. Le notaire n'a rien répondu. Il a simplement posé devant moi une feuille jaunie où je reconnaissais la signature d'Alain. Cette signature que j'avais tant de fois vue sur nos chèques, nos contrats, nos lettres d'amour. La même, mais pas au même endroit. Cette fois, elle me trahissait. Je suis restée ainsi longtemps, incapable de pleurer. Ce n'était pas la douleur qui me paralysait, c'était la stupeur morale. On venait de me retirer 40 ans de certitude. Une trahison ancienne, intacte, polie par le temps, gardée sous clef par des hommes en costume. Madame Le Guen, il faut envisager les conséquences légales. Je l'ai coupé net. Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais rentrer. Et demain, je déciderai si ce secret m'appartient ou s'il vous condamne. Je me suis levée, ma main a effleuré la feuille, puis je l'ai laissée là. Je ne voulais pas la toucher, pas encore.
Dans le couloir, j'ai croisé Camille. Elle m'attendait. « Hélène, je voulais que tu l'entendes de la bouche du notaire. C'est mieux ainsi. » « Mieux pour qui ? » ?»« Pour tout le monde. » J'ai passé la porte sans répondre. Dehors, la mer grondait. Le vent sentait le sel et la trahison mêlés. Je me suis dit, en marchant lentement vers la digue, ils croient m'avoir libéré d'un secret. Mais ils m'ont simplement réveillé. J'ai serré mon carnet contre moi. Demain, j'écrirai. Pas pour comprendre Alain, mais pour comprendre jusqu'où peut aller le silence des autres. Avant les papiers, avant les secrets, avant les silences pesants des études notariales, il y avait lui et moi, Alain, un garçon de Saint-Malo, aux yeux clairs comme la marée basse, aux mains solides de menuisier. Je l'ai rencontré en 1974, un été de lumière et de vent, au marché de Dinard. J'y vendais des galettes et du beurre à la criée, lui réparais des volets pour un hôtel en face. Il avait ce sourire franc, un peu timide, qui donnait envie de croire. Et moi, à 25 ans, je croyais. Nous étions jeunes, pauvres, mais heureux. Il parlait peu, travaillait dur, riait fort quand il riait. Je me souviens d'une phrase qu'il m'a dite, un soir, au bord de la mer. « Ce que je veux, c'est une vie claire, Hélène. Sans détour, sans dette, sans ombre. Je m'étais promis de lui ressembler. Droite, simple, transparente. » Nous nous sommes mariés 3 ans plus tard, un matin de juin. La mairie sentait la cire et les hortensias. Ses parents étaient déjà morts, les miens trop vieux pour venir. Nous étions 2 orphelins de certitude, prêts à bâtir un nid sur le sable. Alain travaillait sur les chantiers navals. Moi, à la coopérative de beurre et lait, rue Villepépin. Nos débuts furent modestes. Une chambre au-dessus d'un bar, un matelas sur des planches, un rêve pour horizon. Puis il a parlé d'un terrain à la sortie de la ville. Un jour, on y construira notre maison, avec vue sur le sillon. Je veux t'y voir vieillir. Je l'ai cru. Les premières années furent dures mais pleines. Il rentrait tard, les mains noircies, le dos cassé. Mais il rentrait toujours avec un mot doux. « Tiens, j'ai trouvé une planche de chêne parfaite pour ta future table. » Je l'écoutais parler de poutres et de clous comme d'un poème. J'étais fière de lui, fière de cet homme solide qui ne mentait jamais, pensais-je. Puis, un jour, il est revenu du chantier, plus silencieux que d'habitude. Il s'est assis sans ôter ses bottes, le regard vide. « J'ai croisé quelqu'un. »« Du passé, a-t-il dit. »« Quelqu'un ? » ?»« Une ancienne histoire. Rien d'important. » J'ai souri, sans poser de questions. Parce qu'à 28 ans, on croit que l'amour guérit les ombres et qu'on ne pose pas de questions par peur de ternir la confiance. L'année suivante, j'ai fait une fausse couche. Mon ventre est resté vide, nos yeux pleins de silence. C'est lui qui a insisté pour qu'on adopte un chien, un petit bâtard qu'il a appelé Gabin. Il disait que c'était pour combler le bruit. Il avait raison. Le bruit remplace tout, même la vérité. Quelques années plus tard, par miracle, je suis tombée enceinte de Thomas. Ce fut notre renaissance. Il venait le soir poser sa main sur mon ventre, murmurant « Il sentira la mer avant même de la voir ». C'était la phrase la plus tendre qu'il ait jamais dite. Quand Thomas est né, j'ai vu Alain pleurer pour la première fois. Je me souviens encore de sa main sur le berceau, tremblante. Il chuchotait « Mon fils ?» Jamais il n'a dit « notre fils ». Je m'en rends compte seulement aujourd'hui. Nous avons construit la maison du Sillon l'année suivante. Chaque pierre portait notre fatigue et notre espoir. J'ai planté des rosiers, lui apposé les tuiles. Les soirs d'été, on dînait sur la terrasse, face à la mer. C'est là qu'il m'a promis. Quand je partirai, tu garderas cette maison. C'est pour toi, pour vous. Je me souviens d'avoir répondu, ému. Tu veux dire pour nous 3 ? Il a souri sans corriger. Je n'ai pas vu alors que ce pour toi contenait déjà un autre visage. Les années ont passé. Thomas a grandi, Alain a vieilli sans jamais vraiment changer. Il aimait bricoler, scier, construire des choses qui durent. Sauf qu'en lui, quelque chose restait fragile. Parfois, la nuit, je le voyais s'asseoir au salon, regarder la mer sans un mot. Je croyais qu'il pensait à la mort ou à son travail. Jamais je n'ai imaginé qu'il pensait à un enfant caché, quelque part, portant peu, être son rire. Une fois, j'ai trouvé dans sa veste une enveloppe déchirée, venue d'une adresse de Rennes. Aucune lettre à l'intérieur, juste une photo d'homme et un prénom illisible. Je l'ai rangée sans rien dire.
Je ne voulais pas croire à un passé qu'il aurait dû m'avoir confié. Et puis le temps a tout effacé. Ou plutôt, il a recouvert. Alain est mort d'un infarctus à 67 ans, sur le banc face à la mer. Quand je suis arrivée, il tenait encore dans la main son carnet de chantier. Dedans, une liste de bois à acheter et, au dos, une phrase. Ne pas oublier, justice avant tout. Je n'ai jamais su ce qu'il voulait dire. Aujourd'hui, je comprends. Cette phrase, c'était peu. Être un remords, une dette, une main tendue vers ce fils qu'il n'a jamais osé revoir. Et moi, j'ai vécu toute une vie dans la clarté d'un homme qui avait caché une ombre. Mais ce n'est pas cette ombre qui me tue, non. C'est qu'on ait décidé à ma place du moment où je devais la découvrir. Que le notaire, mon fils, ma belle-fille, se soit arrogé le droit de gérer la vérité comme un héritage de plus. Ce soir-là, seul dans la maison du sillon, j'ai ouvert mon carnet et écrit. Le passé n'est pas ce qui revient. C'est ce qu'on découvre quand tout le reste s'effondre. Puis j'ai ajouté. Alain, si tu as aimé cet enfant, alors ton silence est plus lourd que ta faute. Je n'avais pas encore décidé ce que j'allais faire, mais je savais déjà que la vérité, elle, ne serait plus jamais sous scellée. C'est étrange, la façon dont les humiliations commencent. Elles n'arrivent jamais d'un coup. Elles s'installent comme une odeur de renfermé dans une maison qu'on ouvre trop tard. Au début, on croit que c'est une simple maladresse. Et puis, un jour, on comprend que c'était un plan. Après la mort d'Alain, la maison du sillon est devenue trop grande pour moi seul, disait-il. Thomas passait de moins en moins, absorbé par son travail d'architecte. Camille, elle, venait presque trop souvent avec son carnet, son téléphone et ce ton calme des gens qui savent mieux que vous. Maman, tu ne devrais plus monter à l'étage, c'est dangereux. On pourrait aménager ta chambre au rez-de-chaussée. Mais c'est là-haut que je dors depuis 40 ans. Justement, on doit changer tes habitudes avant qu'un accident arrive. Changer mes habitudes. Cette phrase sonnait déjà comme une dépossession. Elle avait commencé à ranger pour m'aider. Mes papiers, mes factures, mes dossiers, elle rangeait tellement bien que je ne retrouvais plus rien. Elle disait, « Tu sais, à ton âge, la paperasse, c'est une angoisse inutile. Je m'en occupe. » Un jour, j'ai voulu vérifier un relevé de compte. Elle l'avait déjà consulté. Un autre jour, j'ai reçu un courrier bancaire adressé à Madame Hélène Le Guen, sous procuration Thomas L. J'ai compris. Sans un mot, ils avaient demandé à la banque de faciliter les démarches pour ma sécurité. Une sécurité qui me liait les mains. Je n'ai rien dit. Je ne voulais pas de conflit. Mais chaque geste, chaque phrase venait me rogner un peu plus. « Laisse, Hélène, on t'accompagne chez le notaire. Ce sera plus simple. On a refait la clé du portail. Tu as la nouvelle? Non? Ce n'est pas grave, je t'en ferai une copie. On a changé le code du coffre. On notera le nouveau quelque part, promis. » On. Toujours ce mot, glacial et collectif. Je n'étais plus un sujet, j'étais un cas à gérer. Le pire, c'était leur gentillesse. Cette douceur efficace, ce ton qu'on emploie pour parler aux malades qui ne savent plus signer. Je n'étais pas malade, seulement lente parfois, un peu fatiguée. Mais leur vocabulaire m'enfermait. Simplifier, aider, sécuriser. 3 mots polis pour dire retirer la clé sans qu'elle s'en aperçoive. Un dimanche, Camille est arrivée avec un classeur bleu. Elle l'a posé sur la table au milieu du café. C'est pour tout centraliser. Facture, assurance, testament, dossier médical. On y verra plus clair. Elle l'a ouvert, trié, commenté, souligné. Je regardais, muette, les onglets colorés qu'elle installait comme on dresse un inventaire avant une succession. À la fin, elle a souri. « Voilà, Hélène, tout est sous contrôle. » Sous contrôle, mais sous le sien. Ce soir-là, j'ai cherché mes anciens papiers d'Alain, ceux qu'il gardait dans le buffet de la salle à manger. Un dossier beige, épais, fermé d'un ruban. Il avait disparu. J'ai demandé à Thomas, « Tu sais où sont les papiers d'Alain? » « Oui, Camille les a déplacés pour les mettre à l'abri. » « À l'abri de quoi? » « Des pertes, des maladresses. Ne t'inquiète pas, tout est entre de bonnes mains. » Entre leurs mains. Je me suis tue. Mais le soir, j'ai écrit dans mon carnet. Il m'aide à ne plus tomber. Mais il ne voit pas qu'il m'empêche de marcher. Quelques jours plus tard, j'ai remarqué que la boîte aux lettres portait une nouvelle étiquette. Famille Lemoine Le Guen. Je n'étais plus seule chez moi, même sur la porte. Puis vinrent les humiliations plus subtiles. Les conversations à voix basse.
les phrases incomplètes quand j'entrais dans la pièce. Elle ne se rend pas compte, mais il faudra agir avant qu'il ne soit trop tard. Un après-midi, je suis tombée sur un document dépassant du tiroir de la console, une chemise blanche marquée Testament, révision éventuelle. J'ai senti mon estomac se nouer. À l'intérieur, des notes de Camille, tapées à l'ordinateur, contacter le notaire Arzel pour mise à jour en cas d'altération cognitive. J'ai reposé la feuille, calmement. Je tremblais, mais pas de peur, de lucidité. Je n'étais plus une mère à protéger. J'étais un dossier en attente. Je les ai observés différemment. À partir de ce jour-là, leur politesse m'a semblé une mise en scène. Leur affection, une stratégie. Même leurs attentions avaient le goût de contrôle. Camille choisissait mes vêtements pour faciliter la lessive. Thomas vérifiait mes médicaments. Je n'avais pas le droit de conduire seul jusqu'à Dinard. Et chaque fois que j'essayais de parler d'Alain, il détournait la conversation. Je me suis surprise, un soir, à vérifier moi-même si j'avais encore mes papiers d'identité dans mon sac. C'est à ce moment précis que j'ai compris que j'étais en train de disparaître. Ce n'était pas la vieillesse qui me volait, c'était eux, avec leurs bonnes intentions, leurs signatures et leurs sourires. Et le pire, c'est que tout cela semblait normal. Personne ne m'aurait cru si j'avais dit « on m'efface doucement ». Alors, j'ai commencé à noter les dates, les mots, les gestes, chaque détail. Un dossier de résistance en robe de chambre. La veille du jour où tout a éclaté, Camille a eu cette phrase, prononcée d'un ton si léger qu'on aurait pu la croire affectueuse. « Hélène, tu devrais être fière. On a déjà réglé la moitié des formalités de ton avenir. » Je lui ai souri, doucement. « Alors c'est mon avenir, dites-vous? » »« Oui, bien sûr. » »« C'est drôle. On dirait que vous en avez plus les clés que moi. » Elle n'a pas compris. Mais moi, oui. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon carnet « Ce n'est pas quand on vous retire les biens qu'on devient pauvre. C'est quand on vous retire la possibilité de dire non. » Je ne savais pas encore que le lendemain, le notaire allait prononcer les mots qui feraient tout exploser. Mais mon instinct, lui, savait déjà. Quelque chose d'enfoui s'apprêtait à remonter à la surface. Et cette fois, personne ne contrôlerait la marée. Tout a basculé un mardi matin de novembre. Le ciel de Saint-Malo était bas, les vitres tremblaient sous le vent du large. J'avais mal dormi, encore hantée par une phrase de Camille la veille. J'ai appelé Maître Arzel. Il voulait justement te revoir pour finaliser certaines choses. Finaliser. Ce mot m'avait glacée. Depuis quelque temps, je sentais dans leurs phrases un parfum de clôture, comme si ma vie devenait un dossier qu'il fallait terminer proprement. Je me suis habillée lentement, j'ai mis mon manteau de laine bleue, celui qu'Alain aimait, et j'ai pris le bus jusqu'à la vieille ville. Je ne savais pas encore que j'allais assister à mon propre effacement. Quand je suis entrée dans le bureau de Maître Arzel, j'ai tout de suite remarqué le malaise. Son assistante m'a regardée avec un mélange d'embarras et de pitié. Et lui, derrière sa table en bois sombre, feuilletait déjà un dossier qu'il aurait voulu invisible. « Madame Le Guen, je suis heureux de vous voir », a-t-il dit sans me regarder. « Moi aussi, maître. On m'a parlé de choses à finaliser. » « Quelle chose ?» Il a pris une longue inspiration, a fermé les yeux un instant, puis a sorti une chemise cartonnée. « Il y a un document que je ne devais jamais vous montrer. Votre mari Alain avait demandé à ce qu'il reste sous scellé. Mais récemment, des vérifications faites à la demande de Madame Camille Lemoine ont révélé son existence. Je n'ai pas compris tout de suite. » Il a ouvert la chemise, lentement, et posé devant moi une feuille à l'encre pâlie. C'est une reconnaissance d'enfant datée de 1979, un acte qu'il a signé avant votre mariage. Je suis restée pétrifiée. Mes doigts ont effleuré le papier. La signature d'Alain, nette, familière, ce A légèrement penché, ce trait final que je reconnaîtrais entre mille. Et dessous, un nom que je ne connaissais pas, Marceau. Marceau, le prénom d'un étranger qui portait le sang de mon mari. Cet enfant existe? Oui, il vit à Rennes. Il a 45 ans. Ma gorge s'est serrée. Et vous saviez tout cela? Oui, madame. Mais votre mari m'avait fait promettre de garder le silence. Il avait aussi rédigé un codicille secret à son testament. Un codicille? Oui. Il stipule que la maison du Sillon reviendra à cet enfant à votre décès. Je me suis levée. Soudainement, la pièce tournait. Et vous l'avez gardé pour vous pendant toutes ces années? J'ai obéi à la volonté de votre mari et trahi la mienne.
J'ai marché jusqu'à la fenêtre. La mer au loin était grise, furieuse. Je ne savais pas ce qui me faisait le plus mal, la trahison d'Alain ou celle du silence complice de cet homme que j'avais toujours cru honnête. Soudain, la porte s'est ouverte. Camille. Elle entra avec son sourire tranquille, celui qu'elle réserve au moment où elle croit maîtriser la situation. « Ah, Hélène, tu es déjà là. Je pensais arriver avant toi. » Elle s'est tournée vers le notaire. « Vous lui avez tout dit ?» J'ai senti le sang quitter mon visage. « Vous, saviez ?» Je l'ai découvert par hasard en consultant les registres. J'ai préféré agir pour éviter un scandale futur. Agir? Tu appelles ça agir? Fouiller, manipuler, décider à ma place? Hélène, je te jure, c'était pour le bien de tous. Tu ne peux pas garder une maison à ton âge, seule, au milieu des souvenirs. Cet enfant a des droits. Et Thomas aussi. Nous devons trouver un accord. Un accord. Ils avaient déjà trouvé les mots. Légaux, propres, anesthésiants. Ils parlaient de justice comme on parle d'un placement bancaire. Et Thomas? Il sait? Oui. Je lui ai tout expliqué. Il comprend que ce n'est pas ta faute. Pas ma faute. Comme si j'étais coupable d'avoir vécu dans l'ignorance. Comme si le mensonge d'Alain m'avait contaminée. Je me suis rassise, lentement. Le notaire évitait toujours mon regard. Camille parlait, alignait des mots comme des pierres tombales. Succession, clause, équité, anticipation. Je n'entendais plus que le vent. Puis j'ai vu, dans un coin du dossier, une enveloppe scellée, jaunie. Dessus, l'écriture d'Alain. J'ai tendu la main. Qu'est-ce que c'est? Rien d'important, madame. Une lettre non ouverte. Donnez-la-moi. Il a hésité, puis me l'a tendue. J'ai brisé le sceau. Une seule phrase, écrite à la main, tremblait. Si un jour tu apprends ce secret, pardonne-moi. J'ai cru protéger le passé, j'ai seulement trahi le présent. Les lettres dansaient devant mes yeux. J'ai entendu Camille soupirer. C'est une lettre de remords, Hélène. Pas une preuve. J'ai fermé la feuille. Puis, d'une voix calme, j'ai dit « Non, c'est la preuve qu'il savait ce qu'il faisait, et que vous saviez ce que vous vouliez. » Je me suis levée, j'ai ramassé mon sac. Le notaire a murmuré « Madame Le Guen, que comptez-vous faire? Ce que vous n'avez pas su faire, maître. Dire la vérité. Toute la vérité. » Je suis sortie sans un mot de plus. Dehors, la pluie tombait en biais, froide et vive. Je suis restée quelques minutes face à la mer, mon parapluie à la main, et j'ai senti la colère se dissoudre dans quelque chose de plus tranchant, la clarté. Chez moi, j'ai ouvert mon carnet noir, celui où je note tout. J'ai écrit en lettres capitales. Aujourd'hui, ils ont ouvert une tombe en papier. Je n'ai plus rien à perdre, sauf ma voix. Je vais m'en servir. Ce soir-là, j'ai compris que je ne serais plus la vieille femme qu'on protège. Je deviendrai la veuve qui enquête, celle qui creuse plus profond que les dossiers, celle qui fait parler les silences. Le secret d'Alain n'était plus une blessure, c'était une arme. Et je comptais bien m'en servir, avec méthode, pas vengeance. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. La mer, pourtant calme, cognait dans ma tête comme un tambour obstiné. Je suis restée assise sur le bord du lit, la lettre d'Alain sur les genoux, la lampe allumée. Le papier tremblait dans mes doigts ridés, pas de colère, mais de lucidité soudaine. Je n'avais plus peur. Ce qui m'avait longtemps tenu l'amour, l'habitude, la confiance dans les mots des autres s'était effondré. Mais sous les décombres, je découvrais quelque chose de plus solide encore. Une volonté nue, froide, précise. Je me suis levée, j'ai ouvert la fenêtre. La nuit salée de Saint-Malo entrait, pleine de rumeurs et d'odeurs d'algues. J'ai pensé à Alain jeune, à son rire, à ses mains d'artisan, à son regard que j'avais cru honnête. Et pour la première fois, je n'ai pas pleuré pour lui. J'ai pleuré pour moi, pour celle que j'avais été, docile, confiante, fidèle au point d'en devenir muette. Je me suis revue ces dernières années. Camille qui range mes papiers, Thomas qui signe à ma place, le notaire qui me parle comme à une élève. J'avais accepté tout cela par fatigue, par tendresse aussi. Mais cette tendresse m'avait coûté la vérité. Et je me suis juré que, cette fois, je n'allais plus rien laisser passer. J'ai sorti mon carnet noir, celui qui ne me trahit pas. Page après page, j'ai consigné tout. Les dates, les mots, les phrases du notaire, les réactions de Camille, la lettre d'Alain. J'ai ajouté, à partir d'aujourd'hui, je ne crois plus personne. Je vérifie tout. Le lendemain, j'ai appelé discrètement la mairie,
demandé comment consulter les registres d'état civil anciens. La secrétaire, Polly, m'a expliqué la démarche. Je l'ai noté dans mon carnet. Puis, sans rien dire à Thomas, j'ai pris le bus pour Rennes, la ville où vivait, paraît-il, cet homme Marceau. Je ne savais pas ce que j'allais y trouver. Je voulais seulement vérifier si cet inconnu existait vraiment ou s'il n'était qu'un fantôme juridique, un outil de chantage. Dans le train, je me suis revue jeune mariée, main dans la main avec Alain, rêvant de stabilité. Je croyais alors que la fidélité consistait à ne jamais douter. Aujourd'hui, je comprenais que la vraie fidélité, c'était ne jamais cesser de chercher la vérité, même contre la mémoire de ceux qu'on a aimés. À Rennes, j'ai marché longtemps sous la pluie avant d'entrer dans un petit café. Une serveuse m'a prêté un annuaire. J'ai trouvé 3 Marceau-G. J'ai noté leurs adresses, puis j'ai rangé le papier dans mon sac. Je n'étais pas prête. Pas encore. Je devais d'abord comprendre le rôle du notaire. De retour à Saint-Malo, j'ai repris mes dossiers. J'ai comparé les dates, les signatures, les courriers. Une incohérence sautait aux yeux. Le codicille secret avait été daté du même jour que le contrat d'assurance vie. Mais Alain ne pouvait pas être à 2 endroits à la fois. La banque et l'étude notariale étaient à 15 kilomètres de distance. J'ai noté qui a signé pour lui et pourquoi cette précipitation en 2003. Plus je fouillais, plus le vernis craquait. J'ai trouvé des copies de correspondance entre Camille et le notaire, antérieures à la découverte du secret. Elle lui écrivait « Je souhaiterais que la situation soit clarifiée avant toute dégradation de la santé mentale d'Hélène. » Une phrase qui sonnait comme une sentence. Elle avait donc prévu ma fragilisation. Préparer le terrain, mot après mot, pour que ma lucidité paraisse suspecte. C'était une dépossession douce, préméditée, bien enveloppée de phrases polies. Je me suis assise au bureau, j'ai respiré lentement. Je savais que si j'agissais seule, sans preuves officielles, il me ferait passer pour une vieille femme confuse. Il me fallait des documents, des témoignages, un allié. Le visage de Maître Arzel me revenait sans cesse. Était-il coupable ou simplement lâche? Avait-il été complice ou pris au piège? Je devais le savoir, mais pas en le suppliant, en le confrontant avec ses propres armes, la loi. J'ai relu le Code civil en ligne, les articles sur le secret professionnel, les obligations du notaire. Je notais les références, les dates, les exceptions. Chaque article devenait une arme rangée dans mon esprit. Puis, au bas d'une page, j'ai écrit « Ils ont cru que la vieillesse me rendrait docile, mais elle m'a rendu méthodique. » Les jours suivants, j'ai feint la fatigue. Je laissais Camille croire que j'étais rentrée dans le rang. Elle venait faire mes courses, ranger mes lettres. Je la laissais faire. Je notais tout. Chaque mot, chaque mouvement. Le dimanche, elle a dit « Tu vois, Hélène, on va finir par t'alléger de tout ça. Tu pourras vivre tranquille. » Et moi, calmement. Oui, ma chérie, tranquille. Mais dans ma tête, la tempête se préparait. J'avais décidé de retourner voir le notaire. Non plus comme une cliente, mais comme une témoin. Et s'il refusait de parler, j'irais plus haut. La loi protège les secrets, mais elle protège aussi la vérité. Cette nuit-là, j'ai rouvert la lettre d'Alain une dernière fois. Je l'ai relue, non plus comme une épouse blessée, mais comme une juge. J'ai cru protéger le passé, j'ai seulement trahi le présent. Je lui ai répondu, à voix basse, « Alors, laisse-moi réparer, Alain. Je ferai ce que tu n'as pas su faire. Je mettrai tout en lumière. » Avant de me coucher, j'ai ajouté une ligne à mon carnet. Le silence a couvert leur faute. Il couvrira désormais mes pas. J'agirai sans bruit. Je n'étais plus la victime de leur secret. J'étais devenue la gardienne de leurs mensonges et j'allais le faire éclater, mais avec élégance et loi. La revanche, je l'ai apprise comme on apprend une langue étrangère, d'abord hésitante, ensuite fidèle et précise. Je refusais le feu brutal des éclats. Je voulais la certitude lente d'un engrenage qui fonctionne, la mécanique froide d'un dossier irréfutable. Si eux avaient usé de la douceur et de l'habitude pour m'effacer, j'userais de l'ordre et du droit pour me rendre. La première chose fut de choisir un allié qui ne connaissait ni mes peurs, ni mes compromis. Maîtres habituels me regardaient encore avec ce mélange d'indulgence. Et d'habitude, j'avais besoin d'un regard neuf. On me recommanda Maître Lemoine, curieuse coïncidence de nom pour une affaire de famille, un avocat conseil à Rennes, distant, réputé pour former des dossiers que les magistrats aiment lire.
Je l'ai rencontré un soir d'hiver, dans son étude au mur de chêne. Il n'avait ni sourire superflu, ni compassion théâtrale. Il m'a écouté en silence, pendant que je déroulais ma liste. La reconnaissance, la lettre d'Alain, les échanges entre Camille et Arzel, la procuration bancaire, les retraits inhabituels, le codicille scellé. Il n'a pas dit pauvre dame. Il a dit « Nous allons documenter, pas à pas. Vous me confiez tout ce que vous avez, et je me charge de transformer vos notes en preuves. » C'était tout ce que je voulais entendre. Nous avons commencé par sécuriser les pièces matérielles. Maître Lemoine a écrit à l'étude d'Arzel avec politesse, mais ferme pour obtenir copie du dossier, des scellés et des registres. Le notaire, pris au piège de l'exposé public, a dû fournir ce qu'il avait, sous forme de procès-verbal. J'ai demandé également un examen graphologique sur les signatures du certificat médical joint au codicille et sur l'ordonnance mentionnée dans l'enveloppe jaunie. Je suis allé chez le graphologue, une femme aux doigts d'archiviste, qui m'a regardé comme on regarde une relique, avec respect et sérieux. Quand elle m'a rendu son rapport, ses mots étaient précis, presque cliniques, différences significatives entre les signatures. Le document n'était plus une rumeur, c'était un faisceau. En parallèle, j'ai repris contact avec Lucienne, la voisine témoin. Elle a signé une attestation écrite, datée, déposée au dossier. Sa minuscule écriture, trempée par le souvenir, ajoutait du poids. J'ai retrouvé un ancien infirmier de l'hôpital où Alain avait été suivi. Il a confirmé que, certaines années, mon mari avait évoqué un passé qu'il n'osait nommer. Aucun d'eux ne criait vengeance. Ils constataient. Et constater, en justice, c'est commencer à balayer le décor trompeur. J'ai aussi affronté la partie la plus délicate. Retrouver Marceau. Ce n'était pas pour l'accabler, ni pour le séduire à l'idée d'un héritage. Je voulais qu'il sache, librement, qu'un acte ancien existait, et que si nous devions négocier l'avenir de la maison, ce serait avec la vérité sur la table. Maître Lemoine s'est chargé d'une approche discrète. Un courrier neutre, envoyé à l'adresse retrouvée à Rennes, proposant un entretien, sans révéler les détails. Marceau a répondu calmement. Il n'était pas vindicatif. Il a dit qu'il ignorait tout de sa filiation et qu'il venait seulement pour entendre. Je me suis préparé à sa venue, comme on se prépare à recevoir un étranger chez soi, avec la simplicité d'une femme qui n'a plus à jouer un rôle. Les démarches administratives prirent du temps. Le temps était mon allié. Il érodait les certitudes improvisées de mes adversaires et renforçait la logique patiente de mon dossier. J'ordonnais des copies certifiées conformes des registres d'état civil, poussais pour l'obtention des courriers entre Camille et Arzel, fis ressortir les relevés bancaires et trouvais, sur un mouvement anodin, des retraits en liquide le même jour que la date du codicille. Rien n'était isolé, tout formait une trame. Mais je n'agissais pas seulement par papier. J'ai appris le bon dosage du silence et de la parole. Devant Camille, je tenais un ton doux, presque maternel. Je lui rendais sa politesse. Elle, croyant m'avoir apprivoisé, laissait des fenêtres. C'est ainsi que je surpris un mail audacieux, laissé trop longtemps en clair sur son imprimante, où elle évoquait l'urgence d'éviter toute contestation et proposait des formulations pour clarifier la succession. J'en fis une copie. Ces petites erreurs sont leurrantes. Ce sont les confidences de ceux qui croient trop à leur réussite. Chaque élément fut classé, numéroté, indexé. Sur la table de mon salon, j'avais une sorte de carte, fils rouge reliant date, nom, document. Quand la nuit tombait, j'allumais la lampe et relisais. La lenteur de ce travail calmait ma colère. La méthode transformait la douleur en action. C'était une revanche sans hurlement. On rassemble, on attache, on prouve. Je pris soin aussi de préparer ma défense morale. Je rédigeai, à la main, une lettre destinée au juge non pour la poster, mais pour ordonner mes pensées. J'y couchais ce que je refusais de laisser écrire par d'autres. La mémoire de ma vie dans cette maison, les promenades d'Alain au crépuscule, la façon qu'il avait de réparer un meuble. Cette lettre me rendait mon histoire. Elle allait aussi rappeler au tribunal que derrière les papiers, il y a des vies. Enfin, je ne perdis jamais de vue l'essentiel. Ma dignité. Quand vint le moment de rencontrer Marceau à la petite cuisine du Sillon, je l'ai servi du café, lui ai tendu une chaise et attendu qu'il parle. Il a parlé peu, avec une pudeur que je reconnus. Nous avons convenu d'une rencontre à trois avec Maître Lemoine.
Je ne voulais pas tenir d'armes, seulement une table propre où on poserait les faits, et la possibilité d'un accord juste si accord devait être. Mais j'étais prête, désormais, à porter l'affaire au tribunal si la vérité était escamotée. La préparation s'était faite en silence, sans joie, mais avec une nette satisfaction, celle de reprendre la main sur mon histoire. Là où ils avaient cru pouvoir décider pour moi, j'avais déployé la patience du bordier, l'attention de l'artisane. Et dans ce lent tissage de preuves, la vengeance avait laissé place à l'exigence exiger la vérité. Rien de plus, rien de moins. Quand enfin le dossier fut prêt, rangé en chemise, relu par Maître Lemoine, je me sentis comme une femme qui, après avoir longtemps porté un fardeau, le pose et peut marcher de nouveau. J'avais choisi la route de la loi, pas celle du scandale. J'avais choisi la clarté, pas la fureur. Et dans la poche de mon manteau, près du cœur, mon carnet noir tenait désormais la preuve que je n'étais plus la vieille dame que l'on met de côté. J'étais celle qui savait, et qui, en sachant, agissait. Le jour de l'audience, le ciel de Rennes était d'un gris si parfait qu'on aurait dit qu'il avait été peint pour l'occasion, ni lumière, ni ombre, juste une suspension avant le verdict. J'étais partie à l'aube, mon dossier contre moi, soigneusement rangé dans la pochette grise offerte par Maître Lemoine. Dans le train, je me suis surprise à sourire. À 77 ans, on n'a plus grand-chose à perdre, sinon la peur de soi-même. Le palais de justice me faisait penser à une cathédrale laïque, froid, ordonné, plein de voix basses et Dieu qui juge sans mots. Camille était déjà là, tailleur beige, démarche sûre, accompagné de Thomas, crispé, le regard fuyant. Derrière eux, Maître Arzel, le notaire, semblait s'être rapetissé comme si sa robe grise pesait tout à coup plus lourd. Je me suis installée, droite, sans un mot. Maître Lemoine a posé la main sur mon avant-bras. « Calme, Madame Le Guen. Aujourd'hui, ce ne sont pas eux qu'on juge, c'est le mensonge. » Le juge, une femme aux cheveux gris coupés courts, entra. Sa voix était douce, presque bienveillante. « Nous sommes réunis pour examiner la validité du codicille daté du 14 mars 2003 et les contestations émises par Madame Hélène Le Guen concernant sa conformité. » Camille a pris la parole la première, sûre d'elle. Elle parlait de bon sens familial, de préservation du patrimoine, de volonté d'équité entre héritiers. Tout était si bien dit, si propre, qu'un instant, j'ai presque douté de ma propre indignation. Mais Maître Lemoine, lui, savait qu'en frapper. Il s'est levé, lentement, et a sorti les pièces une à une. D'abord le rapport graphologique, puis la correspondance entre Camille et le notaire. Enfin, la lettre d'Alain. À chaque page, le silence s'épaississait. « Madame la Présidente, dit-il, il est ici établi que la signature d'Alain Le Guen apposée sur le codicille ne correspond pas à son écriture de référence. De plus, la date du document coïncide exactement avec un retrait bancaire effectué par Madame Camille Lemoine, au nom de son beau-père, sans procuration valable à cette époque. » Le juge leva un sourcil. Camille pâlit légèrement, Thomas baissa les yeux. De plus, continua mon avocat, il existe des échanges écrits entre Madame Lemoine et Maître Arzel où la première anticipe la clarification de la succession avant altération cognitive. Or, aucune expertise médicale ne justifie cette mention. Enfin, voici la lettre manuscrite d'Alain Le Guen, retrouvée scellée, dans laquelle il reconnaît avoir voulu protéger un secret sans intention de priver son épouse de ses droits. Il se tourna vers moi. « Madame Le Guen, voulez-vous ajouter quelque chose ?» Je me suis levée, le cœur battant doucement. Je tenais mon carnet noir dans la main. Je ne l'ai pas ouvert. Je savais ce que je devais dire. Je n'ai pas demandé vengeance, j'ai demandé vérité. Pendant 40 ans, j'ai vécu dans une maison construite sur un mensonge dont j'étais la seule à ignorer la pierre manquante. Mon mari a fauté, mais il n'a pas volé. Ceux qui ont volé, ce sont ceux qui ont cru pouvoir décider à ma place du moment où je devais le savoir. Ma voix n'a pas tremblé. J'ai regardé Camille droit dans les yeux. Vous avez ouvert un dossier croyant me protéger. Vous m'avez seulement réduite. Vous avez parlé d'équité, moi je parle de dignité. Et la dignité, madame, n'a pas d'âge. Le juge m'a écouté sans m'interrompre. Puis elle a dit, calmement, « Le tribunal ordonne la suspension du codicille contesté et la restitution des biens au nom de Madame Hélène Le Guen, jusqu'à nouvel examen.
La maison du Sillon n'est donc plus sujette à contestation. Camille a eu un mouvement brusque, presque un cri étouffé. Ce n'est pas juste, nous voulions protéger la famille. Le juge l'a arrêté net. Madame, la famille ne se protège pas en effaçant l'un des siens. Silence. Le genre de silence qui ne se mesure pas en secondes, mais en chute intérieure. Maître Arzel blême s'est levé. Madame Le Guen, je vous présente mes excuses. J'ai manqué à mon devoir. Je l'ai regardé, sans haine. Vous avez surtout manqué à votre propre parole, maître. Le reste ne me regarde plus. En sortant de la salle, Thomas m'a rattrapé. Maman, je ne savais pas qu'elle était allée si loin. Je voulais juste comprendre. Je l'ai pris dans mes bras. On comprend toujours trop tard, mon fils. L'important, c'est de ne plus mentir maintenant. Nous avons marché en silence jusqu'à la sortie. Camille, derrière nous, ne parlait plus. Le notaire, lui, semblait avoir vieilli de 10 ans. Dehors, la pluie avait cessé. Un rayon de soleil filtrait sur les pavés mouillés. Je me suis arrêtée sur le perron, j'ai respiré profondément, puis j'ai glissé la main dans la poche de mon manteau. Mon carnet. J'y ai écrit. Le piège s'est refermé, mais sans violence. Ils sont tombés dedans en croyant m'enfermer. J'ai refermé le carnet. Devant moi, la ville reprenait son rythme. Je n'avais pas gagné un procès. J'avais simplement repris ma place dans ma propre vie. Et cela, aucune loi ne pouvait me le reprendre. Les jours qui ont suivi l'audience ont eu la couleur d'un lendemain d'orage. Tout semblait calme, mais l'air sentait encore le soufre. La nouvelle s'est répandue vite dans le bourg de Saint-Malo, ou plutôt, elle s'est insinuée. Les voisins, les anciens collègues d'Alain, les commerçants, tout le monde savait qu'il s'était passé quelque chose au tribunal, sans vraiment savoir quoi. Mais moi, je n'avais plus besoin de me justifier. Je ne cherchais ni à expliquer, ni à convaincre. La vérité, une fois dite, n'avait plus besoin de témoins. Camille et Thomas, eux, ont disparu de ma vie pendant plusieurs semaines. Plus d'appels, plus de visites. Le silence, d'abord apaisant, est devenu lourd, puis vide. Je savais que chez eux, à Rennes, les disputes avaient éclaté, le mot « trahison » avait circulé, m'a rapporté une amie. Camille, dit-on, s'était enfermée dans une colère glacée, répétant qu'on l'avait humiliée en public. Thomas, lui, oscillait entre honte et défense, incapable de choisir entre sa mère et sa femme. Je ne lui en voulais pas. Je connaissais trop bien les hommes pour savoir qu'ils craignent toujours plus la paix qu'ils ne comprennent que la guerre. Ils voulaient réparer sans se mouiller. Mais la vérité, cette fois, ne se réparait pas. Elle se supportait, c'est tout. Les jours sont devenus longs. Je me levais tôt, je faisais mon thé, je notais les détails du matin dans mon carnet. La lumière sur les rideaux, le bruit du facteur, l'odeur du vent salé. C'était une manière de me rappeler que je vivais encore ici, chez moi, dans cette maison du Sillon qu'ils avaient voulu me retirer. Un matin, j'ai reçu une lettre. L'écriture tremblait de Maître Arzel. Quelques lignes seulement. « Madame, je n'attends ni pardon ni indulgence. J'ai fait ce que d'autres m'ont demandé. Au nom du calme, de l'ordre, de la peur du scandale. Vous m'avez rappelé qu'un notaire ne sert pas la tranquillité, mais la vérité. Merci de m'avoir forcé à redevenir ce que je devais être. Respectueusement, M. Arzel. » J'ai reposé la lettre, ému malgré moi. La justice ne se mesure pas aux condamnations. Parfois, elle se loge dans un simple merci écrit à la main par un homme honteux. Puis il y eut un autre courrier, un plus petit, venu de Rennes. L'enveloppe portait un nom que je connaissais désormais. Mars Auger, mon cœur s'est serré. Je l'ai ouverte lentement. Madame, je n'ai pas de colère. J'ai lu le jugement. J'ai compris la vérité tardive d'un père que je n'ai jamais eu. J'ignore ce que vous pensez de moi, mais je voulais que vous sachiez que je n'attends rien. J'ai une vie, des enfants et du respect pour la vôtre. Si un jour vous souhaitez me voir, je viendrai. Pas pour parler du passé, mais pour le regarder calmement. J'ai refermé la lettre sans pleurer. Une paix étrange m'a envahi comme si le monde, après s'être effondré, trouvait enfin un équilibre nouveau. Je ne savais pas si je voulais le voir, cet homme. Mais je savais que, quelque part, Alain avait dû sourire, là où il était. Son secret n'était plus une faute. C'était devenu un pont fragile entre deux existences qui auraient pu s'ignorer jusqu'à la fin. Le soir même, j'ai reçu un appel. Thomas. Sa voix tremblait. «
Maman, tu peux me pardonner? Ce n'est pas à moi qu'il faut demander pardon. C'est à toi-même. Camille regrette. Non, Thomas, elle regrette d'avoir perdu, pas d'avoir trahi. Silence. Puis, plus doucement. Je veux revenir, maman, sans elle pour l'instant. Juste te voir. Alors viens, mais viens simple, sans dossier, sans intention. Viens comme un fils, pas comme un représentant. Il est venu le dimanche suivant. Nous avons marché sur la plage. Aucun mot de grand pardon, aucune explication. Juste nos pas dans le sable, le vent, les mouettes. Et quand il a pris ma main, j'ai senti que le poids entre nous s'allégeait, imperceptiblement. Quant à Camille, je ne l'ai jamais revue. Elle a quitté Thomas quelques mois plus tard, Mathéon dit. Certains disent qu'elle est partie dans le sud, d'autres qu'elle a ouvert une agence immobilière. Je n'ai rien voulu vérifier. Les visages des gens qui calculent finissent toujours par se dissoudre d'eux-mêmes. Le printemps est revenu. La maison du Sillon s'est remplie de lumière. J'ai repeint les volets en bleu comme au premier jour. Je recevais parfois des visites de voisins, des lettres anonymes de femmes âgées qui m'écrivaient « Vous m'avez donné du courage. J'ai aussi signé trop vite. Mais vous m'avez rappelé qu'il n'est jamais trop tard pour dire non. » Je leur répondais toutes, à la main, en leur écrivant cette phrase que j'avais apprise dans la douleur. Le silence n'est pas toujours une faiblesse. Parfois, c'est la façon la plus noble de reconstruire ce qu'on a voulu nous voler. Un matin, j'ai rangé les chemises de documents, refermé les classeurs. Le dossier était clos, pas seulement juridiquement, mais moralement. Je l'ai remis à Maître Lemoine, qui m'a dit en souriant « Vous savez, Madame Le Guen, si tout le monde préparait ses affaires avec votre rigueur, je serais au chômage. » Je lui ai répondu « La rigueur, maître, c'est tout ce qu'il reste à ceux qu'on a voulu rendre fous. » Il a ri doucement. Nous nous sommes serrés la main. Le soir, dans ma maison redevenue mienne, j'ai relu mes carnets. De la première page, celle du choc, du notaire, du secret jusqu'à la dernière, où l'écriture semblait plus ferme, plus claire. Chaque ligne était une marche, chaque mot une arme devenue prière. J'ai compris que ma victoire ne se mesurait pas à la perte des autres, mais à ma capacité de rester debout sans haine. Dans le jardin, le vent d'ouest soufflait fort. Je suis sortie, un châle sur les épaules, et j'ai levé les yeux vers la mer. Les goélands criaient, le sable volait, et j'ai senti en moi cette paix âpre qu'on éprouve qu'après le tumulte. La maison du Sillon, ce soir-là, n'était plus une forteresse de souvenirs. C'était un phare, et j'étais vivante, lucide, libre. Quand l'été est revenu, j'ai su qu'il me fallait partir non pas fuir, mais changer d'air. La maison du Sillon était sauvée, la vérité rétablie, mais ses murs portaient encore l'odeur du combat. Chaque pièce me rappelait une scène. La colère, les larmes, les mots qu'on ne peut pas oublier. Alors, un matin de juin, j'ai fermé les volets, rangé les carnets dans une boîte, et j'ai pris la route pour Cancale. Là-bas, j'ai trouvé un petit chalet en bois, à flanc de colline, avec vue sur la mer et un vieux pommier tordu. Rien d'extraordinaire, mais la paix ne tient pas à la beauté des choses, plutôt à leur silence. Je l'ai loué pour quelques mois, puis je n'en suis plus jamais partie. Chaque matin, je descendais vers le port. Les pêcheurs me saluaient d'un geste, les mouettes criaient, et l'air sentait l'algue fraîche. Je n'avais plus besoin de montre, la lumière dictait mes heures. Je vivais lentement, avec des gestes simples, un café, un carnet, une marche. Je retrouvais le goût du monde, celui qu'on perd quand on passe trop de temps à se défendre. Je me suis mise à écrire autrement, non plus des notes de résistance, mais des lettres sans destinataire. Des lettres à Alain, à Thomas, à Marceau, à moi-même. J'y racontais ce que j'avais compris trop tard, qu'on ne possède ni les gens ni les maisons, on les garde seulement tant qu'ils respirent avec nous. Certains soirs, je relisais la lettre d'Alain. Je la connaissais par cœur, mais je la relisais pour en éprouver la morsure. Puis je la rangeais, en murmurant « Tu as menti par faiblesse, pas par cruauté. Et moi, j'ai pardonné par lucidité, pas par oubli. » Ce fut ma forme de paix. Un jour, j'ai reçu la visite de Marceau. Il avait prévenu par courrier « Je serai à Cancale, si vous acceptez qu'on se voie. » J'ai accepté. Il est venu un matin de brume. Je l'ai reconnu tout de suite. Pas parce qu'il ressemblait à Alain, non parce qu'il avait son silence. Un silence habité, dense,
comme celui des hommes qui ont appris à se taire pour ne pas blesser. Nous avons marché jusqu'à la mer, sans presque parler. Puis il s'est tourné vers moi. Je ne cherche rien, ni part, ni reconnaissance. Je voulais juste voir le visage de celle qu'il a aimée, même en me cachant. Je n'ai pas su quoi répondre. Alors j'ai fait ce que les mots ne savent pas faire. J'ai posé ma main sur la sienne. Il a eu un sourire triste, presque tendre. Nous sommes restés là, à regarder la marée monter. Quand il est parti, il m'a dit simplement « Vous avez protégé la maison ». C'était sa manière à lui de vous dire qu'il vous devait tout. Cette phrase a refermé une plaie. Pas complètement, mais assez pour qu'elle ne saigne plus. Les semaines ont passé, tranquilles. Je recevais parfois la visite de Lucienne, la voisine d'autrefois, qui montait avec une tarte ou un journal. Elle m'apportait les nouvelles du bourg. On parle encore de vous, Hélène. On dit que vous avez gagné contre les vôtres. Je souriais. Ce n'était pas contre eux que j'avais gagné, mais pour moi. Et cette nuance changeait tout. J'ai recommencé à lire, à jardiner. J'ai appris à cultiver les fleurs qu'Alain rêvait de planter, les hortensias bleues et les rosiers pâles. Chaque matin, je parlais à ce pommier tordu devant ma fenêtre. Je lui racontais mes nuits d'insomnie, mes souvenirs, mes pensées. Il était devenu mon confident végétal, mon compagnon de veille. Je crois qu'à force de lui parler, il a fini par se redresser un peu. Un jour, Thomas est venu. Il avait vieilli, lui aussi plus vite que moi peux être. Son regard était fatigué, mais clair. Il m'a serré dans ses bras, sans un mot. Puis il a sorti de sa poche une photo. Camille, avec un nouveau compagnon, 2 enfants. Elle a refait sa vie. Moi aussi, d'une certaine manière. Et toi, ai-je demandé doucement? J'essaie d'être un père meilleur que celui que j'ai eu. Nous avons ri. Un rire discret, pudique, comme un pardon timide. Il est resté 2 jours. Nous avons marché sur la côte, parlé d'Alain, de Marceau, du temps perdu, et quand il est reparti, il m'a dit « Tu sais, maman, ton silence au tribunal, c'est ce qui m'a le plus marqué. Tu n'as pas crié, tu n'as pas accusé. Tu t'es tenue droite. » Je lui ai répondu « Parce que j'ai compris que le silence, parfois, c'est la seule façon de ne pas salir la vérité. » Après son départ, j'ai écrit dans mon carnet « La solitude n'est pas un vide. C'est un territoire qu'on reconquiert, mètre par mètre, jusqu'à pouvoir s'y asseoir en paix. » L'été s'est prolongé, doux et lent. Je recevais la visite d'enfants du voisinage, de veuves, de femmes qui venaient demander conseil. Elles s'asseyaient dans ma petite cuisine, buvaient du thé, racontaient leurs inquiétudes, leurs papiers, leurs fils ingrats. Je les écoutais. Et parfois, je leur prêtais mes mots, mes phrases, ma lucidité. J'étais devenue, sans l'avoir voulu, la confidente du silence. Un soir, l'une d'elles m'a dit « Vous savez, Madame Le Guen, quand on vous écoute, on a l'impression qu'il n'est jamais trop tard pour se relever. » Je lui ai souri. « Ce n'est jamais trop tard, ma chère. Même à genoux, on peut encore écrire debout. » Cette phrase-là, je l'ai notée dans mon carnet. C'était sans doute la plus vraie que j'ai jamais écrite. Et c'est ainsi que ma vie s'est réorganisée. Simple, libre, faite de gestes lents et de phrases justes. Le passé n'avait plus de crocs. Il était devenu une matière douce, malléable, presque lumineuse. Je vivais sans bruit, mais pleinement. Et chaque soir, en regardant le soleil tomber derrière la mer, je murmurais à voix basse « Merci Alain. Grâce à ton mensonge, j'ai appris à dire la vérité. » Le dernier soir d'été, le ciel de Cancale s'est teinté de cuivre et de mauve. Le vent portait l'odeur des algues sèches, et la mer, à marée montante, frappait doucement la digue comme pour m'avertir qu'il était l'heure de refermer le livre. Je marchais lentement, les mains dans les poches de mon manteau de laine, le carnet noir contre ma poitrine. Chaque pas sur les galets sonnait comme un souvenir. Je me suis arrêtée près du vieux pommier, celui qui avait fini par redresser sa cime. Sous ses branches, j'ai posé la petite chaise en fer que j'avais repeinte l'hiver dernier, et je me suis assise. Devant moi, la mer s'étirait à perte de vue, lourde et magnifique, indifférente à nos drames humains. Je l'ai regardée longtemps, cette mer qui avait été le décor de ma vie, le témoin muet de tout ce que j'avais aimé, perdu, puis retrouvé autrement. Je pensais à Alain, à ses silences, à sa faute, à son rire, à Thomas, que je voyais désormais chaque mois, plus doux, plus calme, presque apaisé, à Marceau, dont j'avais reçu une carte postale quelques jours plus tôt,
un dessin d'enfant, sa petite fille qui portait, par hasard ou par ironie du destin, le prénom d'Hélène. J'avais souri en lisant. Elle apprend à écrire ton prénom. C'est drôle, non? Oui, drôle et juste. Comme si la vie, à force de tourner, finissait toujours par recoller les morceaux qu'on croyait perdus. J'ai ouvert mon carnet pour la dernière fois. Les pages étaient pleines, gonflées de sel, d'encre et de mémoire. Je l'ai relu à voix basse, comme on relit une prière. Les premières lignes tremblaient du choc, les mots de la colère, les dates des courriers, la lente reprise du pouvoir sur moi-même. Chaque phrase me rendait un peu plus légère. Puis, j'ai tourné la dernière page blanche. J'ai pris mon stylo et j'ai écrit. Ils ont voulu me déposséder d'une maison. Ils m'ont rendu propriétaire de ma vérité. Et cette vérité, désormais, n'a plus besoin de témoins. Je me suis arrêtée là. Pas de grand discours, pas de morale de plus. Seulement le constat tranquille qu'à mon âge, la paix ne s'obtient ni par la justice des tribunaux, ni par la vengeance, mais par la clarté intérieure. Cette clarté-là, je l'avais conquise. Le soir tombait lentement. Au loin, on distinguait les lumières de Saint-Malo, minuscules, comme des bougies allumées en mémoire des vies qu'on laisse derrière soi. Je me suis levée, j'ai marché vers la barrière, j'ai respiré profondément. L'air du large, coupant et pur, m'a traversé comme une prière silencieuse. Dans ma tête, j'ai revu le chemin parcouru, les humiliations polies, les papiers confisqués, le visage froid de Camille au tribunal, la main tremblante de Thomas quand il a compris. Tout cela semblait appartenir à une autre femme. Moi, j'étais redevenue simple, pas héroïque, juste debout, entière, vivante. J'ai pensé à toutes ces femmes invisibles que j'avais croisées depuis, celles qui m'écrivaient ou venaient jusqu'ici me raconter leurs histoires. Elles aussi, on les avait traitées de fragiles, de fatiguées, de mal conseillées. Mais derrière leurs rides et leur silence, il y avait des volcans. Je me suis promis de continuer à leur répondre, tant que mes mains tiendraient un stylo. J'ai refermé le carnet. Je l'ai glissé dans une enveloppe Kraft, scellée d'un simple ruban. Sur le devant, j'ai écrit « À ouvrir seulement quand le vent se lèvera ». Puis, je l'ai rangé dans la petite boîte en fer, sous le pommier. Je ne voulais pas qu'il serve de preuve, ni de souvenir, juste de trace. Une trace tranquille d'une femme qui avait refusé de disparaître dans la version des autres. Je me suis assise encore un moment, bercée par la mer. Le monde s'assombrissait. Les premières étoiles pointaient. J'ai pensé, voilà, tout est accompli. Pas dans le sens religieux, non dans le sens de l'ordre retrouvé. Les choses à leur place, les noms rendus, les mensonges dissipés, la paix revenue. J'ai regardé mes mains, ridées mais sûres. Elles avaient écrit, porté, tenu. Elles avaient tremblé, puis résisté. Et maintenant, elles reposaient, ouvertes. Je les ai levées vers le ciel lentement et j'ai murmuré. Merci, pas pour ce qu'on m'a pris, mais pour ce qu'on m'a forcé à redevenir. Un souffle tiède est passé, léger comme une caresse. Le pommier a bougé ses feuilles. La mer a répondu. Je suis rentrée. Sur la table, la bougie brûlait encore, vacillante. Je me suis servi un thé et pris la dernière feuille blanche d'un nouveau carnet. J'y ai écrit, d'une main ferme. La vérité ne répare pas tout, mais elle empêche de mourir dans le mensonge. Puis, au bas de la page, j'ai ajouté, comme on appose une signature, comme une devise la seule que je veuille laisser derrière moi. Le silence peut aussi être une forme de justice. Je me suis levée et soufflé la bougie, et la maison s'est plongée dans l'obscurité paisible d'une nuit sans menace. Au dehors, la mer battait doucement contre les rochers. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus rien à défendre, seulement à vivre.